Bienvenue pour le bulletin de l'information du jour sur Al24 News. Toujours un grand plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois. Sans plus tarder, place au titre. Au sommaire de ce soir, 7 nouveaux massacres ont été commis à Gaza par les forces sionistes, faisant 52 martyrs et 203 blessés parmi les civils au cours de ces dernières 24 heures. Et aux premières heures du jour, la ville syrienne de Tartus cible d'un nouveau bombardement sioniste, la Syrie qui a d'ailleurs été bombardée 450 fois depuis le 9 décembre dernier. Activité présidentielle en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a insisté lundi sur la nécessité de trouver des solutions d'urgence pour préserver l'identité architecturale et historique de la Casbah d'Alger en marge de la présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale. Activité diplomatique, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a été reçu à Addis Abeba en Éthiopie par le Premier ministre éthiopien. Le chef de la diplomatie algérienne s'est par la suite entretenu avec son homologue éthiopien. Et enfin, conflit en Ukraine et ce chiffre dévoilé aujourd'hui par Vladimir Poutine qui fait état de la conquête par son armée de pas moins de 189 localités ukrainiennes en 2024. Et sujet principal du jour, comme depuis une année, le massacre à ciel ouvert en Palestine. Ils sont plusieurs à Gaza de civils à avoir perdu la vie lors de bombardements de l'occupation sioniste dans le nord et le centre de l'enclave. 5 Palestiniens tués et un certain nombre d'autres blessés par des avions de combat sionistes. Une maison d'ailleurs à Beth Lahia a également été ciblée. Le camp de Nusayret également bombardé où 3 Palestiniens sont tombés en martyrs. Le camp de Nusayret, on le rappelle, se trouve dans le centre de la bande de Gaza. Rafah, un Palestinien également, a trouvé la mort. En mars 2024, les États-Unis avaient prévenu l'entité sioniste que toute invasion de Rafah constituerait une ligne rouge. On connaît la suite. 7 mois plus tard, le bilan est accablant puisque Rafah est passé d'une invasion à une destruction presque totale. Le sang a également coulé à Rafah. Au moins 12 personnes y ont laissé la vie dans un bombardement sioniste sur un camp de réfugiés. Une école également a été visée. Il s'agit de l'école Ahmed Ben Abdulaziz, servant de refuge à des Palestiniens déplacés fuyant de violents bombardements. Le deuxième étage et le rez-de-chaussée sont remplis de restes d'enfants. Qu'ont fait les enfants pour mériter cela? Pourquoi n'ont-ils pas lancé un appel pour évacuer l'école? Ils ont bombardé l'école où s'abritaient des enfants. Et il n'y avait ni résistants ni qui que ce soit d'autre à l'intérieur. Il n'y avait que des enfants et nous dormions. Alors pourquoi ne nous ont-ils pas demandé d'évacuer l'école? Comment peuvent-ils bombarder une école? Le camp de Nusayret également bombardé où 3 Palestiniens sont tombés en martyrs. Le camp, on le rappelle, comme on vient de le voir, se trouve au centre de la bande de Gaza. Notez également qu'un journaliste a perdu la vie. La défense civile palestinienne a rapporté avoir perdu 5 membres qu'elle avait alors dans son équipe quand ces derniers tentaient d'accomplir leur devoir humanitaire.
Nusayrat toujours où le caméraman d'Al Jazeera Ahmed Allouh a été tué. On le rappelle ici, l'entité sioniste a tué 5 journalistes en 4 jours. Il s'agit d'Ahmed Allouh, Mohamed El-Qirnawi, Mohamed Baloucha, Abdurrahman Al-Qsas et Iman Al-Shati. 196 tués depuis une année. Le dernier tué en date justement, Ahmed Allouh. Des prières funéraires ont été organisées en sa mémoire aujourd'hui à Nusayrat en présence de Palestiniens et autres confrères journalistes. Les détails avec Maria Chouir. Ahmed Bakr Allouh, un nom qui s'ajoute à la liste des journalistes assassinés à Gaza. Décédé à l'âge de 39 ans, Ahmed Allouh est le 5e journaliste d'Al Jazeera tombé en martyr durant l'exercice de sa fonction depuis le début du génocide sioniste qui se poursuit à Gaza. Son nom est venu allonger la longue liste de 196 journalistes tombés en martyr depuis octobre 2023. Les Palestiniens sont venus par centaines assister aux funérailles d'Ahmed. Avant son enterrement, ses collègues se sont rassemblés autour de sa dépouille pour lui faire les derniers adieux. L'occupation sioniste cible délibérément les journalistes palestiniens dans le but de déformer la vérité et d'empêcher les journalistes palestiniens de transmettre au monde l'image de Gaza ravagée par le génocide. Malgré le martyre de beaucoup de nos collègues, nous continuons à transmettre notre message de la manière requise. Les Palestiniens, qui ont pour la plupart été témoins de ce crime odieux commis par le colon sioniste, pleurent la mort du caméraman d'Al Jazeera. Ahmed Allouh, tué aux côtés de 3 membres de la défense civile de Gaza lors d'une frappe contre le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de l'enclave. La chaîne de télévision qatari Al Jazeera est en deuil. Elle déplore pour la 5e fois en 14 mois la mort de l'un de ses journalistes qui avait comme seule et unique arme sur lui sa caméra professionnelle. Le monde entier est témoin que ses collègues n'ont rien d'autre que des caméras pour dénoncer les crimes de l'occupation israélienne et pour faire entendre la voix de la vérité au monde. Nous condamnons dans les termes les plus forts les massacres continus de journalistes perpétrés par l'armée d'occupation israélienne et les assassinats de journalistes avec préméditation, délibération et de manière intentionnelle. Les Israéliens eux-mêmes reconnaissent les massacres. Massacre après massacre, les deuils se poursuivent à Gaza et au-delà de la géographie palestinienne. Les journalistes sont une cible privilégiée de l'occupant sioniste dans sa tentative de faire taire les massacres commis contre les civils de Gaza. L'entité sioniste qui élimine physiquement tout témoin du génocide en cours fait fi des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale le 21 novembre dernier contre Netanyahou et le sioniste Gallant pour les crimes de guerre et crimes contre les Palestiniens. Et on en vient au bilan des morts palestiniens depuis un an. Celui-ci ne cesse d'augmenter. Des sources médicales palestiniennes ont annoncé que le nombre de morts à Gaza s'est élevé à 45 028, dont une majorité d'enfants et de femmes depuis le début de l'agression de l'entité sioniste, depuis le 7 octobre 2023. Les mêmes sources ajoutent que le bilan s'est alourdi à 106 962 blessés depuis le début de l'agression. Il indique également que les forces d'occupation ont commis 7 massacres entraînant la mort de 52 citoyens et la blessure de 203 autres. Avec les saisons hivernales, le sort des Palestiniens risque encore plus de se dégrader, source d'inquiétude pour des humanitaires sur place, comme une ONG norvégienne, près d'1 million de Palestiniens affrontent, d'après elle, en état de fragilité, le début de la saison du froid. En effet, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, seuls 23% des besoins en abri à Gaza ont été satisfaits et près d'1 million de Gazaouis subissent les rigueurs de l'hiver. Fin novembre, seulement 285 000 personnes déplacées avaient reçu du matériel d'abri essentiel, a indiqué la même ONG dans un communiqué publié sur son site, ajoutant que depuis début octobre, l'opération génocidaire et le siège de l'entité sioniste sur le nord de Gaza ont déplacé 100 000 Palestiniens supplémentaires et au total 945 000 personnes seraient désormais dans le besoin.
et auraient besoin également d'une aide en matière d'abri. Fin de conclusion, dans le même rapport, l'ONG en question en appelle à une action immédiate pour répondre à une crise des abris à Rafah, avertissant que de nouveaux retards dans les livraisons de fournitures essentielles exposeront des centaines de milliers de Palestiniens à des conditions mettant leur vie en grand danger. En Cisjordanie occupée, des Palestiniens harcelés, enlevés, torturés, interpellés sans motif, avec le vide juridique qui s'ensuit. Hier encore, 16 Palestiniens ont été écroués, ajoutés aux 12 000 prisonniers en Cisjordanie occupée, y compris à El-Quds. Et la mosquée d'Al-Aqsa, encore théâtre de tension de la part des colons talmudistes. 10 d'entre eux ont envahi les lieux du côté de la fameuse porte des Maghrébins, le tout sous la protection de la police coloniale. Depuis 2003, l'entité sioniste autorise régulièrement les colons illégaux à pénétrer dans ce lieu de tension presque quotidiennement, à l'exception des vendredis et samedis. Et puis on en vient au chapitre syrien. Débutons par les bombardements sionistes sur Tartus, avec un bombardement ce matin qui fera sans doute date, étant donné que l'armée sioniste a largué une bombe d'une telle puissance que celle-ci a provoqué un séisme de magnitude de 3 sur l'échelle de Richter. Des témoins sur place évoquent l'onde de choc en parlant de nuages denses en champignons. Nous sommes venus ici et avons vu le nouveau restaurant touristique que nous avons payé cher pour construire, tout endommagé et cassé. Nous attendons que quelqu'un fasse valoir nos droits moraux en condamnant ce qui s'est passé. Les gens ont peur, nous demandons rien d'autre que de la sécurité. Et puis le port de Latakia à l'ouest de la Syrie fonctionnerait normalement, avec des témoignages qui ont été diffusés sur place, fonctionnerait car il y a quelques jours des scènes de dévastation des lieux avaient été filmées lorsque la marine syrienne avait été entièrement détruite par l'entité sioniste. Jugez-en vous-même, visiblement la situation serait revenue au calme apparemment. Il plaide face à une plausible catastrophe à venir pour un flux massif de soutien qui, eh bien, il s'agit du chef des affaires humanitaires des Nations Unies, le Britannique Tom Fletcher, une crise multiforme dont les premières victimes sont les plus vulnérables en Syrie. We want to get a massive flow of support into Syria, really scale up fast. Dr. Adam.
Et qui dit situation de crise en Syrie pense forcément aussi à son allié d'hier, la Russie. Quelle situation adoptée de la part de Moscou avec les derniers changements survenus, notamment les bases militaires russes? Élément de réponse avec Dmitri Peskov. À l'heure actuelle, aucune décision définitive n'a été prise sur cette question. Nous avons des contacts avec les représentants de ceux qui contrôlent actuellement la situation dans le pays et tout sera réglé par le dialogue. L'entité sioniste et la Syrie, un sujet en soi dont on débattra dans un instant, mais il faut le savoir que le leader sioniste approuve officiellement le plan d'expansion des colonies sur le plateau du Golan, un plan qui suscite l'inquiétude notamment de la part de Berlin, qui presse que ce projet soit annulé au risque d'augmenter les tensions sur place. Gerade auch aber zu Millionen in den Nachbarländern Syriens. En effet, pour parler de la situation au Moyen-Orient survenue ces dernières semaines depuis le changement de la donne politique en Syrie et ses conséquences probables dans la région, thématique du jour avec notre invité du jour, à tout de suite. Et pour évoquer notre thématique du jour, nous recevons Cherif Driss, professeur en sciences politiques et enseignant à l'école de journalistes. Vous tombez bien, bonsoir. Bonsoir. Vous tombez bien, Cherif Driss, pour faire un peu le tri sur ces informations qui nous tombent tous les jours au sujet de la Syrie. Bon, c'est chose actée, le régime syrien est en train de connaître un changement historique. Quelles conséquences y voyez-vous pour la région d'ici les prochaines semaines ? Enfin, il est très difficile de prévoir les conséquences, dans la mesure où nous nous retrouvons en face d'une situation qui est à la fois complexe, dynamique, fluide, évolutive. Elle ressemble plutôt, elle est différente de ce que nous avons connu il y a 10-20 ans. Il est vrai qu'il y a certaines similitudes par rapport à des situations antérieures, par rapport à des situations connues par certains pays, aussi bien l'Irak en 2003, bien que la situation est différente avec l'invasion américaine et la chute du régime de Saddam Hussein, et ce qu'on a connu avec ce qui s'est passé en 2011 au Yémen et en Libye. J'aurais dû, peut-être préciser ma question. C'est un grand acteur du panarabisme qui vient de tomber, en tout cas connaître un changement politique majeur. C'était aussi un des acteurs du front de la résistance. Donc forcément, les changements qui traverseront la région ces prochaines semaines vont susciter beaucoup de curiosité. Bien entendu, il y aura des changements forcément. Il y aura des lignes qui vont bouger. Il y aura des bouleversements. Mais de quelle nature, pour l'instant, il est trop tôt pour le savoir. Ce qu'on pourrait dire, disons, comme hypothèse de travail, mais plus probablement, c'est que certains acteurs régionaux vont profiter de la situation. Il y aura une redéfinition de certaines alliances régionales, probablement avec l'arrivée le retour du président Donald Trump aux affaires en janvier prochain. Il y aura la mise en scène, plutôt le retour aux accords d'Abraham. Et le président Trump l'a dit clairement que ce sera l'une de ses priorités. Il y aura aussi, il est fort possible aussi, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y aura plutôt préparer le terrain, un plan pour, disons, entre guillemets, régler définitivement ou liquider la question palestinienne, pas dans le sens qui favorisera les intérêts ou répondra aux attentes des Palestiniens, mais ce dont il faut s'attendre, c'est que il y aura, si vous voulez, un tableau des perdants et des gagnants. C'est-à-dire que tout dépend maintenant dans quel cas je peux en mettre certains acteurs et tout dépend dans quel cas on pourra mettre d'autres. Alors justement, au sein de ce tableau des gagnants et des perdants, comme vous venez de le dire, alors on nous dit que le changement en Syrie, les grands perdants seraient l'Iran et la Russie, les grands gagnants seraient les États-Unis, l'entité sioniste et la Turquie. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ce n'est pas aussi simple que ça. À court terme, en apparence, bien entendu, on dit que le président Bachar al-Assad, carrément, il a été lâché par les Iraniens et les Russes. Autrement, il aurait pu rester. Mais cela n'exclut rien, n'exempte rien dans sa responsabilité depuis quelques années. Élément important aussi, il y a les Turcs
qui depuis quelques années essayent d'avancer leur pion en Turquie, mais aussi les gagnants, c'est les Israéliens. On voit le vent actuellement, l'agression israélienne, les agressions vont crescendo. Cela ne s'est jamais passé auparavant. Même auparavant, ils continuent leur agression sur le territoire syrien, sur le Golan. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire que nous assistons carrément à un acte où il y a une sorte d'impunité de la part de l'entité israélienne. Donc, mais attendons voir pour le reste, c'est-à-dire par rapport à l'année prochaine, c'est-à-dire que tout peut changer. C'est-à-dire on ne peut pas exclure qu'il y ait des changements, que de nouvelles alliances vont se tisser et que les gagnants de maintenant pourraient perdre quelques avantages et les perdants, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les perdants de maintenant, vont rebondir l'année prochaine. Parce qu'on est en face d'une géopolitique qui est très fluide et évolutive. Au sein d'une région déjà compliquée en elle-même. Tout à fait, tout à fait. Il y a trop d'intérêts enchevêtrés. Il y a aussi trop de vulnérabilité. Il y a certains États qui sont très vulnérables. On oublie l'Irak, on oublie la Jordanie, on oublie le Liban, qui sont des pays frontaliers de la Russie. Donc les premiers à en pâtir de cette crise, de ce bouleversement, ce seraient les 3 pays frontaliers. Et aussi, il faut prévoir, il est à prévoir aussi que certains pays arabes qui, depuis tant, tirent les ficelles, puissent revenir en force et essayer de peser sur la situation régionale, le déroulement, plutôt l'évolution de la situation en Syrie, ce qui risque de compliquer la situation davantage. Alors, il y a quelques instants, vous avez utilisé le terme lâcher. Vous avez dit la Russie a lâché la Syrie. C'est un débat en soi. Peut-être, quand on lit la presse militaire russe, on nous dit qu'on a voulu peut-être tendre un piège également à la Russie pour l'obliger, l'inciter à s'investir avec des ressources matérielles militaires et des ressources humaines en Syrie. Et la Russie a préféré justement ne pas tomber dans ce piège. Admettons également que l'architecture politique syrienne était fragile depuis 2014 avec des sanctions. Qui dit sanctions dit une entrée en devise et qui se rarifiait quand on pense que c'était un pays comme même la Russie qui s'appuyait complètement sur une architecture militaire. Et les militaires étaient de moins en moins, on va dire, récompensés ou payés ou avaient un salaire. Peut-être, quand j'ai dit lâcher, le fait qu'ils n'ont pas lâché le pays, ils ont lâché l'homme. Je pense que la nuance, elle est très importante. Ils ont mis, c'est-à-dire que le pays, la Russie, la Syrie, ce qu'elle représente d'un point de vue stratégique, avec les 2 bases de Hmeimin, la base aérienne, et de Tartus, la base navale, et entre un régime, c'est-à-dire Bachar al-Assad, ce qu'il peut représenter, c'est-à-dire, à mon sens, en se basant sur certains indices et certaines informations, sur des déclarations des responsables russes, Lavrov et autres, c'est qu'il y a eu un moment donné où il fallait choisir entre sauver un homme et sauver un pays, les intérêts. Donc ils ont choisi de sauver un pays. Donc quand on dit lâcher, c'est-à-dire qu'ils ont lâché un régime, ils ont lâché Bachar al-Assad. Il est devenu, entre guillemets, pour certains, selon certains rhétoriques qu'ils ont utilisées, un boulet, c'est-à-dire qu'ils traînaient un boulet qu'il fallait le lâcher, il fallait le sacrifier pour sauver tout un pays, sauver leur intérêt. C'est la raison pour laquelle, quand je disais que certains disent que les Russes et les Iraniens sont perdants, dans l'absolu, non. Mais est-ce que ce n'est pas un prétexte, justement? Est-ce que la cible n'était pas le morcellement de la Syrie, voulu par exemple par le plan Yoded Yinon dans les années 80, qui était débattu dans les think tanks, où on parlait déjà de fragiliser, voire morceler la Syrie en 3 entités. Et en 2014, les Russes avaient proposé justement qu'on organise des élections en Syrie, et avec le départ de Bachar al-Assad, l'axe occidental avait refusé parce que dans leur plan, on voulait justement morceler la Syrie. Alors je vous pose la question, est-ce que Bachar al-Assad n'était pas un prétexte et que la cible était vraiment cet acteur majeur du panarabisme qu'est la Syrie? Enfin, c'est que les plans de morcellement existent. Les think tanks publient chaque année des milliers de pages sur redéfinition des cartes, morcellement des États. Il était récurrent ce plan, hein. C'est-à-dire il y avait Ralph Peters, il y avait Yoded Yinon, il y avait Hillary Clinton en avait parlé. Enfin, ça revenait très souvent la Syrie. Ça fait rappeler après le 11 septembre, il y avait un débat au sein de Policy Balls, qu'on appelle un think tank, dirigé par Richard Pearl et autres, qui parlait de morcellement de l'Arabie saoudite en trois parties. C'est-à-dire que les think tanks, certains cercles des think tanks qui ne sont pas des centres de recherche, de réflexion indépendants, ils sont bien entendu proches de certains cercles de pouvoir, on propose
Maintenant, on parle de la faisabilité, parce que si le projet de morcellement était faisabilité dans l'intérêt, il l'aurait fait depuis quelques années, rien ne les aurait arrêtés. Maintenant, pour revenir à la Russie, oui, la Russie, mais quand on dit le panarabisme, il faut dire ce que l'on est. Le panarabisme est arrêté. Le panarabisme, on va dire que le panarabisme a été, pour ne pas utiliser un mot trop fort, enterré en 1979 avec la normalisation de l'Égypte avec Israël. Donc il est vrai que la Syrie, à un moment, il était dans le front du refus, avec l'Algérie, certains pays qui s'opposaient à la normalisation, qui s'opposaient aux velléités, aux objectifs et aux ambitions israéliennes dans la région. Mais force est de reconnaître aussi que, quand on parle, il y a, disons-le clairement, il y a des plans de déstabilisation régionale. Ils ont existé, ils existent, ils existeront au futur. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas le nier. Il y a des politiques, des stratégies de certains acteurs internationaux et régionaux qui ont intérêt à déstabiliser ou à fragiliser certains pays. Mais, mais on ne peut pas exempter la responsabilité du président Bachar al-Assad qui a fait la sourde oreille. Chez je comprends très bien ce que vous me dites, mais le trait commun de tous ces pays, c'est l'entité sioniste. On voit que, étrangement, tous ces pays qui ont été déstabilisés ont du mal à partir avec l'entité sioniste. Ralph Peters parlait en 2007 de 7 pays. Il parlait du Soudan, il parlait de la Syrie, il parlait de la Libye, il parlait de l'Irak. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils avaient ils avaient des ruptures, voire ils étaient en guerre larvée avec l'entité sioniste. C'est ça qui interpelle. Non, le seul pays qui était en guerre avec l'entité sioniste, c'était en 1967. Il y a eu l'Égypte, il y a eu la guerre de 1973. Il y a eu l'Irak qui a tenté, par tous les moyens, disons, qui a fait l'effort avec Saddam Hussein de s'opposer à l'entité sioniste juste après, au moment où il y a eu la guerre du Golfe de 1991. Mais après, il y a le projet de normalisation, c'est-à-dire qu'on s'oppose, si vous voulez, dans certaines actions diplomatiques, par rapport au discours, certaines actions et tout, mais toujours est-il, l'entité sioniste, elle est appuyée par les États-Unis, bien entendu, les États-Unis, certains pays européens, mais la situation risque de se compliquer si l'administration Trump décide de relancer les accords d'Abraham. Il y a certains pays qui sont prêts à normaliser avec l'entité sioniste au détriment de ce qu'on appelle ce qui est décidé sur le plan arabe en certaines régions. Maintenant, il y a des stratégies régionales, stratégies internationales qui sont mises en œuvre par certains acteurs régionaux qui vont à l'encontre des intérêts des populations arabes. Donc l'entité sioniste, notamment ce qu'on vit actuellement, on peut dire que l'une des répliques du séisme du 7 octobre, avec ce qui s'est passé, l'affaiblissement de l'Iran, l'affaiblissement du Hezbollah, qui a fait que actuellement l'Iran, à un moment donné, se retrouve aussi à peser le pour et le contre, à reconsidérer certaines options et tout, et à revoir certaines alliances, certaines politiques. Et s'il le faut, à un moment donné, sacrifier un pion pour sauver tout un édifice, ils l'ont fait. Donc on est face à des gens, face à des acteurs qui ont des calculs stratégiques. Alors ça, on en vient à la prochaine question. Est-ce que l'Iran est la prochaine cible selon vous? Bon, on sait qu'il reste. Est-ce que la Syrie n'a pas été un proxy pour justement atteindre l'Iran, et maintenant l'Iran est désormais vulnérable puisque la Tout Syrie... à fait. Là, je vous le concède. C'est-à-dire actuellement avec l'affaiblissement de l'Iran, de la chute de régime de Bachar al-Assad, l'Iran se retrouve avec une situation de vulnérabilité. Mais dans les relations internationales, les vulnérabilités ne sont pas durables. Maintenant, rien ne dit que demain, les Iraniens vont changer d'orientation et faire l'appel de pied aux Américains et aller vers de nouvelles alliances, aller vers d'un modus vivendi avec les Israéliens. Ça serait la nouvelle configuration régionale où certains préserveront leurs intérêts au détriment de la solidarité inter-arabe ou inter-islamique. Alors, dernière question, je m'adresse au professeur en journalisme que vous êtes. Lors de l'offensive de la résistance palestinienne le 7 octobre, les médias occidentaux avaient adoubé cette résistance de radicalisme, en tout cas de soldats radicaux. On voit que le changement de vocabulaire s'est un peu modifié par rapport entre guillemets, les rebelles qui caractérisent la situation, le théâtre syrien aujourd'hui. Vous savez que la fonction des médias, c'est de construire des réalités. Ils décident à un moment donné si on doit diaboliser un acteur, ils le font, comme ils l'ont fait avec Hamas, la résistance palestinienne. Ils ont essayé de la dépeindre
et de la caricaturiser, de la montrant que c'est une action terroriste et montrant l'entité sioniste comme étant la victime. Là, ils font la même chose avec les rebelles syriens. C'est-à-dire que ces médias, bien entendu, obéissent à des agendas politiques. Du jour au lendemain, il faut s'attendre que ces médias, ceux qui sont mis sur un piédestal et représentent comme des libérateurs, peuvent du jour au lendemain devenir des terroristes. Donc là, c'est la fonction des médias et les médias obéissent à des agendas politiques. Merci, Chef Driss, d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces éléments d'analyse. On va bien entendu observer avec beaucoup de curiosité la situation qui prévaut en Syrie et notamment dans la région, comme le Liban. Le Liban, sur le front diplomatique, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et Mohamed Ben Abdelaziz Al-Khoulayfi, ministre d'État qatari aux Affaires étrangères, ont rencontré des responsables libanais dans la journée, y compris le Premier ministre intérimaire Najib Mikati. Ces rencontres interviennent alors qu'une trêve entre le Liban et l'entité sioniste est entrée en vigueur le 27 novembre, après 13 mois d'affrontements avec le Hezbollah. Au cours du conflit, on le rappelle, plus de 4000 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé libanais. Entre-temps, les discussions politiques se sont intensifiées à l'approche d'une session parlementaire prévue le 9 janvier 2025 pour élire un président après plus de 2 ans de vacances à la tête de la magistrature suprême au Liban. Le Qatar fait partie du quintet États-Unis, France, Arabie Saoudite, Égypte qui tente d'extraire le Liban de l'impasse politique. Sur le plan politique, nous avons discuté de la situation actuelle au Liban à la lumière des mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre le cessez-le-feu et nous avons souligné l'importance de respecter les termes de ces mesures et d'assurer leur continuité, en particulier la mise en œuvre intégrale de la résolution 1701. Au cours de la réunion, nous avons également souligné le rôle important de l'armée libanaise dans ce domaine. Nous voulons être un facteur de stabilisation dans tout le voisinage et soutenir tous les efforts pour une paix durable. Comme je l'ai dit, nous soutenons pleinement la mise en œuvre de la résolution 1701 de l'ONU. À cet égard, il est crucial de soutenir les forces armées libanaises. Elles sont appelées à jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu ainsi que dans le retour de toute sécurité des populations déplacées dans leur foyer. Après le Mashraq, on s'intéresse aux nouvelles continentales juste après ça. Et on débute ce chapitre africain avec des nouvelles de chez nous, urbanisme et modernisation de la capitale Alger, puisque la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale Alger a été présentée aujourd'hui au président de la République Abdelmadjid Tebboune. La présentation s'est déroulée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. La stratégie de développement et de modernisation de la capitale prévoit plusieurs projets modernes reflétant la place et le legs culturel et civilisationnel de la capitale du pays. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le plan de développement et de modernisation d'Alger ouvrira des perspectives d'avenir prometteuses pour la promotion de la capitale du pays au vu des projets stratégiques importants qui le prévoient. Il a insisté également sur la nécessité de trouver des solutions d'urgence pour préserver l'identité architecturale et historique de la Casbah d'Alger. Écoutons justement le président de la République Abdelmadjid Tebboune. لما نكمل بالعاصمة نفوت الولايات الأخرى. قسنطينة لازم تاخذ حقها كذلك. قسنطينة بلاد اللي تفوق 1200 سنة، يعني بلاد تاع مقاومة وبلاد تاع تاريخ بالنسبة للولايات الأخرين، شرق غرب وسط جنوب كذلك. يعني بهالكيفية نرجع الجمال للرأس اللي هي العاصمة، المدن الأخرى كذلك، والجزائر بصفة عامة. اليوم الأمور يعني ميسورة الحمد لله. On peut avoir l'ambition de la rénovation, il faut le faire.
Un mot de diplomatie, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui à Addis Abeba par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune. À cette occasion, le ministre d'État a remis au Premier ministre éthiopien un message écrit du président de la République lui transmettant ses salutations fraternelles et lui faisant part de sa volonté de poursuivre les efforts communs visant à hisser les relations entre l'Algérie et l'Éthiopie au plus haut rang des relations diplomatiques, a-t-on lu dans le communiqué de presse du ministère. Ahmed Attaf s'est d'ailleurs entretenu à Addis Abeba avec son homologue éthiopien Gideon Timotheos. Les entretiens ont permis d'examiner les voies et moyens de tirer profit de la prochaine réunion de la grande commission mixte en vue d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-éthiopiennes, notamment à travers l'actualisation et l'enrichissement du cadre juridique bilatéral et en accordant l'attention nécessaire à la promotion de la coopération dans les domaines économiques. Les deux ministres ont également procédé à un échange de vues sur des dossiers importants soulevés au niveau de l'Union africaine. Omer Zen opposait fermement au projet de loi sur le droit de grève présenté par le gouvernement. Des organisations syndicales marocaines appellent à un sit-in mardi devant le Parlement à Rabat pour dénoncer l'entêtement du gouvernement à maintenir un projet de loi restrictif et contraire aux conventions internationales. Madame Zianzitouni. Le syndicat national du travail au Maroc appelle à une large mobilisation mardi devant le Parlement à Rabat contre l'insistance du gouvernement à trancher sur le projet de loi organique encadrant l'exercice du droit de grève et à s'opposer à la plupart des amendements qu'il considère comme contraignants. Le syndicat dénonce l'entêtement du gouvernement à maintenir ce projet de loi malgré le rejet massif de ces amendements par les organisations sociales, politiques et des droits humains. Dans son appel à protester contre ce projet de loi qu'il juge restrictif et contraire à la Constitution ainsi qu'aux conventions internationales, le syndicat du travail au Maroc exhorte également le gouvernement à cesser de marginaliser les centrales syndicales et de chercher un compromis avec toutes les parties concernées. L'UNTM est soutenu dans cette action par l'Organisation démocratique du travail qui a également lancé un appel urgent à ses membres ainsi qu'à l'ensemble des salariés et des catégories professionnelles pour une participation massive au sit-in en question. Cette organisation a dénoncé dans un communiqué l'entêtement du gouvernement et son refus de s'engager dans un dialogue social tout en tentant d'imposer un projet de loi criminalisant le droit de grève, un droit arraché après des décennies de lutte des syndicats. Pour l'ODT, ce projet constitue une atteinte directe à un droit constitutionnellement garanti et une violation flagrante des conventions internationales ratifiées par le Maroc, en particulier les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail. Ce syndicat a exhorté le gouvernement à retirer ce projet de loi et à s'attaquer aux causes profondes des grèves, notamment en respectant le Code du travail, en renforçant la protection sociale, en augmentant le salaire minimum, en garantissant la stabilité de l'emploi et en instaurant des mécanismes d'indemnisation en cas de perte d'emploi ou de chômage. Le projet de loi sur le droit de grève présenté au Parlement alors que les consultations et négociations avec les syndicats n'étaient pas encore terminées suscite des inquiétudes croissantes parmi les acteurs syndicaux marocains qui y voient une menace pour un des droits les plus fondamentaux des travailleurs. Cet empressement inquiète quant à la protection des droits des travailleurs et à la conformité de cette législation avec les normes internationales en matière des droits de l'homme.
L'UMT a mis en garde à ce titre contre l'emploi de formules ayant une connotation punitive susceptible de dissuader les travailleurs de recourir à la grève, soulignant l'inquiétante tendance à instaurer des sanctions sévères contre les syndicats et les grévistes. S'opposant fermement à l'inclusion de sanctions pénales dans le projet de loi, cette organisation syndicale affirme que cela constituerait une violation des droits fondamentaux des travailleurs. On en parlait ici même il y a 2 jours, la plaque tournante et invariable que le Marzen représentait pour le trafic de drogue mondial, eh bien le Maroc le prouve encore une fois dans de nouveaux réseaux découverts. À Ceuta, une nouvelle opération déjouée qui révèle de la gravité et l'ampleur de la situation de ce trafic, justement à partir du Marzen. Gambie, la CEDEAO décide d'établir un tribunal spécial pour juger les crimes commis par Yahya Jammeh, des crimes commis entre 1994 et 2017 sous l'ex-dirigeant justement Yahya Jammeh. Parmi les procès qui se sont déroulés hors de Gambie, l'ex-ministre de l'Intérieur gambien Ousmane Sonko, qui fut proche de Yahya Jammeh, qui a écopé en Suisse de 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Le cyclone tropical Chido a frappé le Mozambique hier matin avec des vents violents et de fortes pluies après avoir fait des morts et causé de nombreuses destructions sur le territoire de Mayotte dans l'océan Indien. L'UNICEF s'inquiète des conséquences à long terme du passage du cyclone Chido sur les enfants. Je suis à Pemba, la capitale de la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, où le cyclone Chido a touché terre ce matin sous la forme d'un cyclone tropical intense, apportant avec lui des vents très forts et des pluies. L'UNICEF s'inquiète des conséquences immédiates de ce cyclone, pertes en vie humaine, dégâts aux écoles, aux habitations et aux structures de santé. Nous sommes également inquiets des conséquences à long terme. Les enfants risquent d'être privés d'éducation pendant des semaines. Les gens ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé et les maladies transmises par l'eau comme le choléra et le paludisme risquent de se propager. L'UNICEF est sur le terrain et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et avec le gouvernement pour répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par le cyclone. Mais avec un cyclone de cette ampleur, une aide supplémentaire est nécessaire de toute urgence. Justement, aux Comores, le président exprime sa solidarité avec Mayotte frappée par le cyclone Chido. Par les autorités. Sur le plan humain, il n'y a pas eu de dégâts humains. Ça, c'est le plus important. Les dégâts matériels, c'est des choses qui arrivent. Que ça des cyclones ou pas, ça arrive à tout instant. Maintenant, il y a 2 choses à faire. D'abord, appuyer les gens qui ont été impactés par ces dégâts de toutes les îles. Et c'est pourquoi, encore une fois, il y a cette occasion pour dire à nos frères maorais qu'ils ont notre sympathie et notre solidarité morale et physique par rapport à ce qui s'est passé. Dans le reste de l'actualité, le conflit ukrainien, et c'est le président russe Vladimir Poutine lui-même qui le dit, en 2024, 189 localités ukrainiennes auraient été prises par les forces russes, contredisant les canaux occidentaux et ukrainiens concernant cette thématique. Je voudrais souligner que cette année a été une année charnière, importante en termes de réalisation des objectifs de l'opération militaire spéciale. Grâce au professionnalisme et au courage de nos soldats, au travail héroïque des employés et des entreprises de défense et au soutien véritable national de l'armée et de la marine, les forces russes disposent d'initiatives stratégiques sur toute la ligne de front. Rien que cette année, 189 localités ont été libérées.
Et le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, indique quant à lui que la Russie a pris 4500 km² de territoire ukrainien cette année et avance actuellement de 30 km² par jour. Cette année, les troupes russes ont libéré près de 4500 km² de territoires occupés par l'ennemi. Les néo-nazis contrôlent moins d'1% du territoire de la République populaire de Lugansk et encore environ 25 à 30% des régions de Donetsk, Kherson et Zaporizhia. La progression quotidienne moyenne s'est considérablement accélérée et nous gagnons maintenant environ 30 km² par jour. Toujours au sujet du conflit ukrainien, Poutine également qui accuse l'Occident de pousser la Russie vers ses lignes rouges et de la forcer à réagir. Tout aussi inquiétante est l'activité américaine visant à créer et à préparer le déploiement dans les zones avancées de systèmes de frappe de haute précision basés à terre, d'une portée de tir allant jusqu'à 5500 km. Dans le même temps, le transfert et le déploiement de ces systèmes de missiles en Europe et dans la région Asie-Pacifique sont déjà en cours d'élaboration. Je vous rappelle que de telles mesures aient été auparavant interdites par le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qui a cessé d'être en vigueur à l'initiative des États-Unis. Nous avons déclaré à plusieurs reprises que la rupture de ce traité entraînerait des conséquences négatives pour la sécurité mondiale dans son ensemble. Mais nous avons souligné que nous ne déploierons pas de missiles à portée intermédiaire et à courte portée tant que des armes américaines de ce type n'apparaîtront pas dans une région du monde. Et le président Vladimir Poutine a assuré également continuer de soutenir le potentiel des forces nucléaires stratégiques, seul instrument selon lui pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Russie. Bien entendu, les forces nucléaires stratégiques demeurent l'un des instruments clés du maintien de la stabilité, de la protection, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Russie. Nous continuerons à soutenir leur potentiel et leur développement équilibré et à œuvrer à la création de nouveaux systèmes et complexes de forces de dissuasion. Parallèlement à cela, il est important de maintenir les forces nucléaires non stratégiques en état de préparation au combat constant et de continuer à mener des exercices pour s'entraîner à leur utilisation. Et ceci, en bref, nous amène à cette réunion des hauts diplomates européens pour discuter de la situation non seulement en Syrie et en Ukraine, en tentant d'analyser les dernières évolutions sur le terrain avant la trêve de la période de vacances, qui est la période de Noël. Les pêcheurs et les agriculteurs espagnols se sont retrouvés aujourd'hui à Madrid, aux portes du ministère de l'Agriculture, pour manifester contre les nouveaux quotas de pêche et l'accord du libre-échange avec les pays latino-américains du Mercosur et protester contre justement ce qu'ils appellent une volonté de les appauvrir avec ces mesures. On le rappelle, ce sont des mesures de quotas de pêche qui sont imposées par Bruxelles. Un tour en Asie avec ce bouleversement politique en Corée du Sud cette fois et la démission du chef du parti au pouvoir après la suspension du président. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Je démissionne de mon poste de dirigeant du parti du pouvoir au peuple. La démission des membres du Conseil suprême a détruit ce même Conseil, ce qui m'empêche d'exercer mes fonctions normales de dirigeant du parti. Je m'excuse, mes sincères excuses à tous ceux qui ont souffert en raison de la loi martiale.
Une crise politique qui touche une grande puissance économique, celle de l'Asie, et qui aura forcément des conséquences dans toute la région. Et l'autre géant, à savoir la Chine, refuse pour l'heure de se positionner concernant cette crise politique en Corée du Sud. Nous avons pris note de l'évolution politique en Corée du Sud. Il s'agit des affaires intérieures de la Corée du Sud. Nous ne ferons aucun commentaire à ce sujet. La Chine et la Corée du Sud sont des voisins et des partenaires de coopération importants. Le développement sain et régulier de nos relations bilatérales est dans l'intérêt des deux parties. La politique de la Chine à l'égard de la Corée du Sud est constante. Nous avons maintenu la continuité de notre politique. Nous espérons que la Corée du Sud continuera à faire des efforts positifs avec la Chine pour approfondir activement notre coopération amicale et notre partenariat de coopération stratégique. Une péninsule coréenne pacifique et stable est dans l'intérêt de toutes les parties et nécessite des efforts concertés de toutes les parties. En Corée du Sud, toujours au lendemain de la destitution du président Yoon Suk-yeol, c'est le Premier ministre qui assure l'intérim, le temps que la Cour suprême confirme la décision des parlementaires qui ont voté sa suspension. Si la situation revient au calme, bien sûr, l'incertitude règne notamment vis-à-vis de la Corée du Nord. Corée du Nord, d'après des officiels qui confirment leur réjouissance de voir des problèmes de la sorte survenir chez leurs frères ennemis. Voilà, ça sera tout pour notre tour de l'information du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le bulletin météo en vous souhaitant une agréable soirée.